Bonjour, grand rendez-vous cyber aujourd'hui à la une de Smart Tech. On va s'intéresser à ce happy end autour du chiffrement. L'Assemblée nationale s'est finalement opposée à voter une mesure contenue dans la loi contre le narcotrafic permettant aux autorités, qui aurait permis aux autorités d'accéder au contenu des messageries chiffrées. On va aussi commenter cette affaire sur Signal, utilisée pour une opération militaire des Américains contre les Houthis au Yémen. On va également commenter la nouvelle présidence au campus cyber avec cette question de quelle politique, de quelle stratégie finalement cyber a besoin la France. Et puis dans cette édition également, un point sur les actions de groupe. Et qu'est-ce qui fait encore défaut finalement pour que ces actions de groupe puissent être engagées plus facilement et qu'elles prospèrent. Mais d'abord, 3 questions sur l'intelligence artificielle pour aider au passage aux frontières. C'est tout de suite dans Smart Tech. Et voilà, désormais, il va falloir avoir une nouvelle démarche numérique quand on va vouloir se rendre au Royaume-Uni, obtenir une autorisation électronique de voyage. C'est un peu l'ESTA comme quand on va aux États-Unis. Autorisation qui sera valable pour les courts séjours jusqu'à 6 mois. Sébastien Quix, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des voyageurs pour les aider justement à accomplir toutes ces formalités de voyage dématérialisées. Vous êtes le fondateur président de la start-up Visamundi. Alors, ces passages aux frontières, ils se complexifient visiblement ? De plus en plus, malheureusement, Delphine, c'est-à-dire que des pays mettent des démarches supplémentaires pour les voyageurs, c'est-à-dire que d'un côté, ils peuvent enlever les visas, mais de l'autre côté, mettre des autorisations électroniques ou des cartes d'arrivée en ligne qui viennent complexifier en effet le parcours du voyageur. Ouais, son parcours, vous dites, parce que c'est pas seulement quand on se rend au Royaume-Uni qu'il y a une nouvelle démarche à appliquer, ça peut être aussi si on a une escale, par exemple ? Alors, c'est justement le problème de ces démarches, c'est-à-dire que c'est changeant absolument tout le temps. À une époque, c'était obligatoire quand ils l'ont annoncé, et puis ils l'ont retiré quand ils se sont aperçus que ça allait enlever beaucoup de transit en fait au Royaume-Uni. D'accord. Bon, c'est déjà ça de prix. Donc, on voit, vous nous dites, en fait, ça se complexifie, alors qu'on imaginait qu'avec la numérisation et la dématérialisation, les choses allaient devenir plus simples. Alors, elles sont plus simples dans la manière de faire la démarche, c'est-à-dire tout se fait sur Internet, mais le gros problème, c'est que chaque pays fait un petit peu à sa sauce. Il n'y a pas 2 pays qui ont la même méthode, on va dire, d'application de ces démarches. Et donc, on a finalement une sorte de parcours qui est un petit peu fluctuant pour le voyageur. C'est-à-dire que s'il fait plusieurs pays en même temps, il va avoir des démarches complètement différentes à chaque fois. Ouais. Et parce que c'est un peu le titre de mon sujet, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas nous aider justement ? Elle peut nous aider, elle doit nous aider. Le seul problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une coordination sur l'utilisation de cette intelligence artificielle. C'est pour ça finalement que les opérateurs intermédiaires peuvent résoudre cela en ayant la vision globale, on va dire, du parcours du voyageur et en appliquant l'intelligence artificielle à chaque étape de la demande de Alors, comment est-ce qu'elle intervient ? À quoi sert-elle, cette IA, dans la préparation des formalités de voyage ? Alors, l'IA peut avoir plusieurs approches. Évidemment, la plus évidente, c'est dans celle de contrôler les documents nécessaires, puisqu'ils sont assez normés. Alors, c'est une des rares choses normées dans ce secteur. Les passeports, les cartes d'identité, ou on va dire les billets d'avion sont relativement normés, donc il y a moyen d'automatiser le contrôle de ces documents. Là aussi, ça rejoint finalement un autre problème qui est la confidentialité des données, c'est-à-dire que nous donnons des données qui sont quand même extrêmement stratégiques à une intelligence artificielle. Oui. Et donc, on ne sait pas quelle utilisation va être faite. C'est pas très rassurant ce que vous dites. C'est pas rassurant, mais on est encore au tout début de l'intelligence artificielle, donc on doit savoir maintenant comment vont être utilisées les données de nos voyageurs plus tard. Mais enfin, il y a quand même des réglementations, aujourd'hui en particulier en Europe, sur la protection des données personnelles. Oui, mais encore faudrait-il que les données restent en Europe, ce qui n'est pas forcément le cas avec l'intelligence artificielle. Et il faudrait aussi qu'on sache exactement où vont ces données avec l'IA. Oui. Ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il y a une sorte d'engouement actuellement avec l'IA qui est celle d'aller le plus vite possible pour utiliser l'IA et les intégrer au process. Donc il faut faire attention à quelle techno on utilise. Exactement. C'est ça que vous nous dites, ça tombe bien, parce que nous, on est très en veille sur ces sujets, justement, de dépendance aux techno américaines et de voir comment est-ce qu'on peut en sortir. Visamundi, dans le nom, il y a Visa. Vous êtes une entreprise française, créée à Nantes, devenue le principal fournisseur de e-visa. Qu'est-ce que c'est un e-visa ? Un e-visa, c'est un visa électronique. Donc, en fait, c'est un visa pour lequel on va faire une démarche sur Internet. Et c'est là qu'on peut intégrer finalement l'IA.
C'est là qu'on peut, on va dire, simplifier le parcours de l'utilisateur. On va pouvoir traduire de manière dynamique aussi les formulaires qui ne sont pas traduits par les autorités. On va pouvoir répondre en temps réel en utilisant aussi l'IA pour faire du suivi client, là où les ambassades ou les autorités ont du mal à faire du suivi, ont du mal à avoir cette interface avec les utilisateurs. Parce que c'est souvent la première image qu'on a d'un pays quand on s'y rend, c'est souvent la démarche de visa et pas forcément une démarche très fun pour le voyageur. Pas une bonne image qu'ont les voyageurs avant d'arriver dans le pays. On va à l'ambassade, on a une file d'attente assez impressionnante. Exactement, et vous dites que vous y êtes normalement pour du tourisme, pour du plaisir. Et donc les ambassades, elles n'utilisent pas les bonnes technologies pour l'instant, c'est ça? Alors ça bouge petit à petit, elles ont tendance à multiplier les process un petit peu digitaux pour éviter d'avoir à gérer ça dans les ambassades. Le personnel va être dédié vraiment à du cas par cas maintenant dans les ambassades. Mais ça prend du temps parce que c'est étatique, parce que ça nécessite des accords, une mise en place internationale qui est quand même beaucoup plus complexe. L'Europe est relativement en pointe là-dessus. D'autres pays qui ont besoin énormément de visas ou pour lesquels les Européens ont besoin de visas, typiquement les pays d'Afrique et d'Asie, sont beaucoup plus en retard. Et donc, vous travaillez avec ces ambassades? On a des interfaces avec ces ambassades, en effet, mais là aussi, il n'y a pas deux ambassades qui travaillent de la même façon. C'est-à-dire que là où on va très bien s'entendre avec une ambassade, d'autres vont dire donc en fait, c'est vous qui avez vraiment besoin des intelligences artificielles pour vous aider dans votre métier. Exactement. En fait, on est l'intermédiaire en fait, qui va venir simplifier tout ça. C'est nous qui prenons stress finalement de cette uniformisation. Le tout, c'est que l'utilisateur final ne soit pas stressé. C'est ça la priorité. Merci beaucoup pour vos éclairages, Sébastien Quick. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président de la start-up Visa Mundi. Merci beaucoup. Nous, c'est l'heure de notre grand rendez-vous cyber. C'est le rendez-vous cyber de Smartech. On va commenter l'actu aujourd'hui avec Christian Davio. Bonjour, bienvenue. Vous êtes senior advisor au CyberCercle, président fondateur du cabinet de conseil CD Strat. Vous avez été pendant 10 ans conseiller spécial auprès du directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. À côté de vous, Benoît Grunemwald. Bonjour, Benoît. Bonjour. Directeur des affaires publiques chez E7, entreprise européenne de la cybersécurité. Vous accompagnez depuis une vingtaine d'années les particuliers, les entreprises et les États aussi sur ces enjeux cyber. Alors, je voulais vous faire commenter déjà ce happy end sur le chiffrement, puisque finalement, l'Assemblée nationale n'a pas voté cet article 8 ter qui posait problème visiblement à l'ensemble de l'écosystème cyber. Si j'ai en tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue, qui était dans la loi contre le narcotrafic et qui prévoyait de permettre aux services de renseignement d'accéder au contenu intelligible des correspondances et données qui transitent sur les messageries, proposant un chiffrage dit de bout en bout des communications. Donc, autrement dit, installer des portes dérobées. Comment est-ce que vous avez suivi cette histoire, Christian ? Je l'ai suivi avec une certaine dramaturgie. D'abord, c'est qu'une victoire temporaire, puisque régulièrement, le ministère de l'Intérieur revient sur ce sujet-là, année après année, ministre après ministre. C'est vrai. Mais on avait l'impression que là, c'était fini et paf, c'est revenu. Non, ça reviendra. Les services régulièrement enfument leur ministre et lui font prendre des positions qui à la fois ridiculisent le ministre et finissent comme vient de finir cette triste histoire. Enfumer, le terme est fort quand même. Il a été repris, mais je l'assume, et il a été utilisé par une députée en séance lors des débats à l'Assemblée. Mais pourquoi vous dites ça ? Expliquez-nous alors. Il est où l'enfumage ? Il est dans le... D'abord, les services n'ont pas donné au ministre le vocabulaire ad hoc. On continue à parler de cryptage de données. On a parlé de chiffrage, ce qui est une hérésie. On parle évidemment de chiffrement, voilà, etc. Premier point. Deuxième point, on a donné au ministre 2 exemples d'applications, celui d'Apple et celui du Online Safety Bill anglais, qui ont été abandonnés à la fois par Apple et par les Anglais. Qui remontait à 2016, si je ne me trompe pas. 21 et 23, l'abandon en tout cas. L'abandon, oui. Mais l'idée de départ... Oui, absolument. Ouais. Voilà. Donc on a mis le ministre en difficulté. Et puis on lui a fait croire que techniquement, c'était faisable, avec cette idée absurde de dire il y a un chiffrement de bout en bout, on n'y touche pas, mais on va passer par un point C, un interlocuteur C, ce qui est une aberration d'un point de vue chiffrement, etc. Donc on a vendu, sans doute avec beaucoup de conviction, mais une technique, une solution inefficace, au point qu'on a fait dire au ministre que ce serait une fonctionnalité supplémentaire à ajouter. Et pour ça, on a pris une fonctionnalité de WhatsApp qui est de signaler un message inconvenant. Voilà. Ce qui est complètement aberrant dans une conversation chiffrée. Voilà, etc.
Benoît, comment vous avez suivi cette affaire? Vous vous êtes dit, là, on a encore raté l'éducation, la pédagogie auprès de nos politiques? Oui, certainement. Et pour faire beaucoup de pédagogie, je pense qu'il faut encore remettre un niveau de pédagogie supplémentaire. Et puis moi, je me suis aussi mis du côté des utilisateurs. C'est-à-dire que celui à qui, on va dire, maintenant signale WhatsApp, ou tous ceux qui ne souhaitent pas se conformer à cela, eh bien, vont se retrouver sur des stores alternatifs. Eh bien, c'est la porte grande ouverte à ce qu'il y ait des arnaques, à ce qu'il y ait également des versions qui soient modifiées. On a vu assez récemment des différentes versions, notamment des fausses versions de Telegram, des fausses versions de WhatsApp, des fausses versions de Signal. Signal étant en open source, en plus, on peut assez facilement en créer des nouvelles. Et ces versions-là amenaient les utilisateurs à, lorsqu'ils s'inscrivaient, à ajouter dans leur conversation finalement ce que la loi narcotrafic voulait, mais pour des tiers qui, eux, étaient bien plus malveillants que les faits escomptés. Alors pour autant, ça repose quand même la question de quelles armes on donne aux services de renseignement. Mais le ministre l'a dit également, il y a une technique plus intrusive qui est de piéger les équipements. Eh bien ça marche très bien, continuons. Voilà, faisons plus de piégeage d'équipements. Moi, ça me va bien, s'il y a le juge, etc., ou la CNCTR. Si on est dans le cadre d'une enquête. Exactement, oui, tout à fait. Donc, utilisons cette technique qui fonctionne, qui est limitée ponctuellement, qui n'ouvre pas la porte à tout un tas d'espions ou de hackers, et voilà, c'est très bien. Il y a les outils, ils existent. Ouais. Et leur donner les moyens également, pourquoi pas, de créer des faux terminaux, ou en tout cas des vrais terminaux sécurisés, mais sécurisés par les forces de l'ordre. Il y a déjà un certain nombre de criminels qui se sont fait piéger par ces techniques. On pense à EncroChat notamment. Ça demande des moyens, mais ça fonctionne. Oui, mais moi j'ai même entendu les messageries dire mais nous on est prêts à travailler en fait avec les services de renseignement pour trouver des solutions ensemble. Parce qu'on a entendu aussi oh là là, c'est le lobby des messageries qui est en action contre ce texte. On est même allé assez loin puisque Olivier Marleix a parlé de corruption. Il n'a pas employé le terme, mais il a dit qu'il consulterait les financements des élus auprès de la haute autorité qui gère ces sujets-là. Donc lui a parlé de corruption en fait, sans donner le mot. Ouais. Donc on est allé très loin. Non, il ne s'agit pas de ça. Les messageries ont dit, c'était le cas pour Olville, c'était le cas pour Signal, WhatsApp j'ai pas vu, mais qu'elles ne fourniraient plus leurs services en France et en tout cas qu'elles ne toucheraient pas à leur chiffrement. Et c'est un premier d'ailleurs signal, sans faire de jeu de mots, qu'avait donné Apple en Angleterre, en décidant justement de retirer la fonctionnalité de protection. Alors, il y a une autre façon, en fait, d'obtenir des renseignements, c'est de mettre une tierce personne dans la conversation. Je fais référence, évidemment, au Signalgate, enfin, à l'affaire aux États-Unis, où un journaliste de The Atlantic, le rédacteur en chef, en l'occurrence, s'est retrouvé intégré dans une conversation où l'on préparait l'opération militaire américaine contre les Houthis au Yémen. Donc, Jeffrey Goldberg a raconté toute cette histoire de manière assez transparente. Au début, il a pensé qu'il était victime d'un fake, peut-être même d'un piège, de désinformation. Il s'avère que non, tout était bien vrai. Comment est-ce possible ça aujourd'hui déjà? Et je voulais vous interroger aussi sur l'utilisation pertinente ou non d'une messagerie comme Signal, qui est une messagerie donc ultra sécurisée. Mais est-ce que c'est pertinent de l'utiliser? Est-ce que c'est dangereux de l'utiliser quand on est à ce niveau décisif de l'État? D'expérience, ce qui est frappant, c'est que quand un élu arrive au gouvernement, la première chose qu'il veut éviter, c'est d'être espionné par les services de ses administrations. Bon. Donc je ne suis pas très étonné que dans l'entourage d'un président, on fasse appel à Signal, qui est un open source, ça veut dire qu'on peut faire confiance dans l'open source au passage, et donc d'utiliser cette technique-là, cette messagerie-là, qui est très sécurisée, pour... voilà. Alors après, il y a des... Plutôt que d'utiliser les services qu'on nous donne... Oui, parce qu'on imagine que probablement ils sont écoutés par les services, et on n'a pas forcément envie que qu'une fuite passe, voilà, etc. D'accord. Donc ça peut être une manière de contrer d'éventuels espions internes que de passer par un logiciel tiers. Donc ça, vous dites pourquoi pas finalement, Benoît? Oui, ou tout simplement d'utiliser des messageries dans lesquelles on a confiance, comme des outils comme Chap par exemple. Moi, je ne vois pas le GIGN monter une opération et alors Chap, c'est la messagerie qui a été open source aussi d'ailleurs, qui a été conçue pour l'État, pour les services. Tout à fait. Et il y a un élément important sur Chap et d'autres, c'est qu'elle repose sur un annuaire. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas joindre Chap déjà sans être autorisé. On n'aurait pas pu inviter Jeffrey Goldberg dans la conversation. Alors, sauf s'il était sur Chap ou sur une messagerie de ce type-là, mais déjà approuvé.
Donc, et puis ensuite, il y a un vrai problème d'utilisation pro et perso, une différenciation. On a même plusieurs niveaux, normalement, d'équipements qui devraient être utilisés en fonction de vos discussions secret défense ou des discussions avec les journalistes, des terminaux différents. Enfin, une certaine hygiène, je dirais, basique à appliquer et qui fait que ce type de manipulation ne devrait pas arriver. Oui, et en fait, c'est quoi? C'est parce qu'on veut aller vite et qu'on veut faire simple que ce genre de choses arrive. En France, ce serait... Enfin, vous imaginez que ce serait possible, ça? Mais en France, ça se passe tous les jours, non? Ah oui. Enfin, on a su au début du quinquennat d'Emmanuel Macron que la sphère utilisait WhatsApp, par exemple. Voilà. Alors qu'il existait des solutions. Oui, c'est vrai qu'on a vu des ministres même se faire piéger sur Signal, Voilà. avec usurpation d'identité. Alors il y a Chat, il y a Olvid maintenant qui est largement utilisé, c'est très bien parce que c'est souverain, mais on a vu les déviances de ce côté-là. Ça, voilà. Et encore une fois, je pense que de la part des gens du gouvernement ou des hauts fonctionnaires, c'est la peur d'être écouté par ses propres services, qui est quand même absolument aberrant, quoi. Bon, allez, troisième actu que je voulais vous faire commenter, c'est la nouvelle présidence au campus cyber. Donc c'est Geoffrey Célestin Urbain qui a été choisi. Au bout du compte, il était chef du service de l'information stratégique et de la sécurité à Bercy. En fait, il était chargé finalement de l'intelligence économique, de la protection des actifs, de la question de la souveraineté. Comment est-ce que vous percevez l'arrivée de ce profil qu'on a reçu, nous, dans Smartech? On a fait une grande interview avec Geoffrey. Comment vous percevez ce profil spécifique qui ne vient pas du tout de la cybersécurité, qui n'est pas un profil non plus politique? Moi, déjà, je le félicite et puis je lui souhaite de réussir parce s'il réussit, il réussit pour la filière, pour notre cybersécurité. Donc, c'est un bon élément. Et puis, pour avoir animé notamment une série de tables rondes pour une journée qui s'appelle SecNumEco, organisée par l'ANSSI et la CCI, le matin, c'était très technique, entre guillemets, cybersécurité, et l'après-midi, c'était protection de l'entreprise sous l'angle économique. Force est de constater que si on arrive à faire sortir la cybersécurité de son domaine technique et qu'on l'emmène beaucoup plus auprès des décideurs sous un format économique et qu'on leur dit, grâce à ça, on va vous permettre d'être plus performant, de vous protéger contre les ingérences extérieures et ou toute autre attaque économique, eh bien, on aura certainement fait gagner et fait sortir justement cette cybersécurité d'un discours peut-être trop technique vers un discours plus général. Donc, il faut décloisonner. Ça, pour vous, c'est vraiment le job premier que devra réussir Geoffrey Célestin Urbain. On parle aussi, on va se dire, c'est une reprise en main de l'État finalement sur la politique cyber. Moi, je suis assez sceptique, à vrai dire. Sur ce que je viens de dire ou... Non, sur la nomination ou le choix. On avait Michel Van der Berg, qui est un entrepreneur à succès, oui, qui a réussi sans problème, qui a réussi à monter... d'Orange Cyberdéfense, oui. Et bien avant, il avait lui-même monté... oui. Voilà. Et donc, quelqu'un qui a réussi à mettre sur pied ce cybercampus, malgré l'État, malgré les entreprises, d'une certaine manière. Hein. Il a joué contre et il a réussi. Peut-être avec des petits excès de temps en temps sur les coûts, mais peu importe, ça a fonctionné. Là, on a affaire à un haut fonctionnaire qui ne connaît pas l'entreprise, qui n'a jamais travaillé en entreprise. On a vu que des entreprises françaises sont passées à l'étranger sans que le CICE ait pu intervenir en quoi que ce soit. Donc, attendons de voir. Le service qu'il dirigeait. Oui, ouais. Donc attendons de voir. On verra, mais je suis un peu perplexe sur la nomination et le profil qui a été choisi pour reprendre le relais de Michel Van der Berg. Vous avez commencé à donner des pistes, Benoît, sur de quoi on a besoin, quelle stratégie pour le campus cyber, parce que bon, on a dit que c'était un grand hub, qu'on allait justement mettre la recherche à côté de l'entreprise, à côté des administrations pour que tout cela travaille ensemble. On voit que c'est pas si simple. Il a peut-être manqué des grands projets aussi autour desquels le campus pouvait travailler. Certainement. Maintenant, le campus est un lieu totem. Il y a bien entendu le campus parisien, mais il y a aussi le réseau des campus qui se trouve en France, les réseaux des CCIRT. Il y a certainement un écosystème à faire fonctionner, sans oublier cybermalveillance. Également et l'ANSSI dans cet écosystème-là. Donc pour moi, l'enjeu du campus cyber, il est au-delà de simplement de faire travailler cette plaque parisienne, pour aller plus loin.
Parce qu'en fait, il ne suffit pas de mettre les gens les uns à côté des autres pour que ça fonctionne. Parce qu'on a dit oui, c'était un projet immobilier. Oui, mais ce n'est pas de la faute de Michel Houellebecq en l'occurrence. À l'origine... Alors sans parler des directions, je parle vraiment mais c'est du important. fond, comment on travaille. À l'origine, le projet initial, c'était de mettre un CERT et que l'ANSSI y mette des opérationnels de la cybersécurité. C'est pas ce que l'ANSSI a choisi et finalement, il n'y a pas eu de CERT à cet endroit-là, qui aurait été un vrai catalyseur pour les entreprises. Donc il y a une erreur, une faute de l'État et de l'ANSSI en l'occurrence dans ce domaine-là, pour des raisons qui sont tout à fait explicables par ailleurs. Voilà. Donc pour le campus, c'est ça. Mais le sujet est bien plus vaste. Il faudrait déjà qu'on ait un ministre du numérique. Voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ministre du numérique, on en a. Ah oui ? Ah bah oui, on a Clara Chapaz. Oui, elle n'est pas ministre du numérique, elle est, du numérique elle est ministre déléguée et elle est à Bercy. Comment peut-on faire une politique du numérique interministérielle quand on est coincé à Bercy dans avec un décret d'attribution qui est creux ? Il n'y a rien dans son décret d'attribution. Donc elle n'a aucun pouvoir. Et d'ailleurs, quand vous la voyez défendre les amendements ou en séance, on voit bien qu'elle lit son papier, elle n'a pas eu les services qui ont travaillé avec elle pour qu'elle puisse simplement expliquer les sujets. Oui, donc on a un vrai problème. Justement, vous revenez sur l'histoire du chiffrement. Peu importe. À part en intelligence artificielle, qu'elle domine parfaitement, pour le reste, c'est plus compliqué. Mais si déjà on avait quelqu'un en charge vraiment, une volonté politique et une vision... ou de la cybersécurité ? Parce qu'on a envisagé ça aussi. Hein. Les deux. On pourrait très bien avoir, par exemple, un haut-commissaire à la cybersécurité, qui est la permanence dans le temps, et un ministre du numérique qui propose une vision. Là, on n'a pas de stratégie en numérique et on n'en a pas non plus en cybersécurité. Il y en a une qui dort dans les tiroirs depuis mai dernier, peut-être qu'elle sortira un jour, mais aujourd'hui, on n'en a pas en fait. On manque aujourd'hui d'une vision politique sur la cybersécurité. Vous partagez ce point de vue, Benoît ? Oui, je partage ce point de vue et ça se ressent aussi sur le terrain. On a un certain nombre d'entreprises qui voient arriver par exemple Nice 2 et entreprises ou administrations et qui se demandent comment elles vont financer cette nouvelle directive nécessaire pour augmenter leur cybersécurité. On a l'ANSSI qui est aux commandes sur Nice 2. L'ANSSI qui va délivrer des budgets ? Peut-être pas délivrer les budgets. Effectivement, il y a une partie technique, encore, qui est très forte, mais une partie peut-être opérationnelle et financière qui va certainement poser problème à un grand nombre d'entités qui vont se retrouver face à Nice 2. Et le campus cyber là-dedans, il a un rôle à jouer particulier ? Parce que les campus cyber au niveau... Les campus, tout à fait. Oui, plus que les CICERT, qui ne sont pas des CICERT en fait. Mais les campus cyber, oui, sans doute. Et c'est d'ailleurs un sujet, c'est que va-t-on faire pour la proximité ? L'ANSSI est très performante, c'est une administration centrale. C'est un service à compétence nationale, mais une administration centrale. Comment fait-on sur le terrain ? Les PME, PMI, dans les 15 000 qui seront concernés par Nice 2, DORA ou REC, comment vont-elles faire pour gérer au quotidien leur cybersécurité? C'est ça le problème. L'ANSSI ne se préoccupe pas de ça, en fait. Donc l'enjeu, vous dites, c'est les campus en région, en fait. Oui, voilà, plutôt. Au plus près du terrain. Merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires sur cette actu cyber. C'était notre grand rendez-vous avec Christian Davio, qui était avec nous aujourd'hui, président fondateur de Cdestrat, et Benoît Grunewald des affaires publiques chez EZ. À suivre, on a un rendez-vous avec le droit de la donnée. On va parler des actions de groupe. On termine cette édition avec Carole Chartier-Djelaïbia. Bonjour. Bonjour. Juriste, membre fondatrice et secrétaire générale du Cercle de la Donnée. Aujourd'hui, on va parler des actions de groupe ensemble. Alors, elles trouvent leur origine dans le système juridique américain du 19e siècle, mais en France, ça a été introduit de manière beaucoup plus récente. Exactement, oui. Moi, je sais que j'ai eu connaissance de ces actions de groupe à travers le cinéma américain. Je pense par exemple à des films comme Dark Waters ou Erin Brockovich, qui étaient basés sur des faits réels. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on regardait ces films dans les années 90, c'était des actions qui n'étaient absolument pas possibles en France. Et il a fallu attendre la loi Hamon, donc en 2014, pour que ces actions puissent être consacrées en droit français. Donc, ça fait à peine une dizaine d'années, finalement. Et depuis, donc, l'action de groupe, elle a été étendue à d'autres domaines, pas que la consommation. Il y a eu les produits de santé, discrimination, l'environnement, la protection des données personnelles. C'est ça, donc c'est celle dont on va plus parler aujourd'hui, parce que comme le cercle de la donnée, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est vrai que donc, de l'action de groupe en matière de données personnelles, il a fallu attendre une loi de 2016 pour qu'elle soit introduite en France. Mais à l'époque, c'était quand même assez restrictif, puisqu'on ne pouvait pas demander la réparation d'un dommage, on pouvait simplement demander la cessation d'un manquement. Et ce n'est qu'avec l'avènement du RGPD, du Règlement général sur la protection des données, en 2018, que là, il a été possible de demander des réparations pour préjudice moral ou pécuniaire.
Et d'ailleurs, je me souviens qu'au moment de ce RGPD, on craignait qu'il y ait un afflux d'actions de groupe. Puis finalement, ça n'a pas été le cas. Exactement. C'est vrai que non seulement alors, le RGPD permettait aux autorités de contrôle d'infliger des sanctions aux entreprises en cas de manquement, qui étaient donc des amendes qui étaient assez conséquentes, puisque ça va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que ça a fait aussi planer un peu le spectre de ces actions de groupe. Et puis finalement, on se rend compte que ça n'a pas du tout été le cas, puisque en fait, si on regarde le registre de l'Observatoire des actions de groupe, en fait, on se rend compte qu'il y a seulement 2 actions de groupe qui ont été intentées en France en matière de protection des données. Donc c'est simplement 2% des actions de groupe en France. Donc il y en a eu une contre Facebook, une autre contre Google. Toutes les deux introduites en 2019. Elles faisaient suite à des sanctions qui avaient été prononcées au préalable. Donc, c'était les premières grosses sanctions. La première, a priori, est toujours en cours. Elle n'a pas fait beaucoup de bruit. La seconde, donc c'est l'UFC Choisir contre Google. En fait, il y a eu une décision qui a été rendue très récemment. Mais en fait, donc c'est la première instance. Et en première instance, les magistrats ont considéré en fait, il n'y avait pas eu assez de preuves fournies pour établir une violation du RGPD et un préjudice concret pour les plaignants. Donc, l'UFC Choisir peut toujours faire appel, mais c'est vrai que là, on a quand même une décision qui est défavorable. J'imagine que vous allez me dire que ça explique un peu le faible engouement, peut-être, je ne sais pas, des actions de groupe. Pourtant, c'est quand même aujourd'hui une arme pour chaque citoyen pour aller défendre ses droits face à ces géants du numérique. C'est vrai qu'à mon avis, il y a plusieurs facteurs qui expliquent le fait que ces actions elles ne soient pas engagées. D'une part, déjà, il faut répondre à certaines conditions. Donc, il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui soit dans un cas similaire et qui ait subi un dommage similaire. Il n'y a que certaines associations qui peuvent engager ce type d'action. Après, on sait qu'il y a quand même souvent une très grosse difficulté déjà de façon individuelle, mais de façon collective, c'est encore plus flagrant, de réussir à prouver le préjudice, l'origine du préjudice et le lien de causalité. Et puis après, le dispositif juridique peut-être européen n'est pas forcément tout à fait adapté. Il me semble qu'aux États-Unis, c'est quand même ça s'inscrit dans un processus qui est plus simple et ça a l'air d'être quand même beaucoup plus contraignant en Europe. Et puis après, je crois qu'il y a aussi un désintérêt de la part du citoyen. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand même pour redonner un peu de vigueur et de puissance à ces actions de groupe, selon vous ? C'est vrai que ce serait souhaitable qu'il y ait plus de vigueur parce que on s'inscrit quand même dans un dispositif qui est là pour rétablir un équilibre quelque part. Et à l'heure actuelle, si en cas de violation de données, si vous êtes victime d'une violation de données, en fait, vous avez une autorité de contrôle qui, elle, peut infliger une amende, mais vous, en tant qu'individu, même quand il y a des milliers de personnes, souvent qui sont victimes de fuites de données ou autres, et bien en fait, vous êtes totalement désarmé. Donc là, c'est un petit peu déséquilibré. Il me semble qu'il faudrait déjà simplifier peut-être un peu, on a dit que c'était difficile d'acter, peut-être simplifier un petit peu les procédures et les pratiques. Il faudrait sensibiliser. Également. Et là, c'est vrai qu'au Cercle de la Donnée, d'ailleurs, on va engager un groupe de travail sur l'éducation, parce qu'il nous semble que c'est primordial. Super. Et puis, en dernier lieu, peut-être, il faudrait peut-être un soutien aussi institutionnel, que la CNIL, par exemple, encourage ce genre d'action. Facilite peut-être la démarche. Voilà, aussi. Et puis c'est vrai que je pense que ce serait souhaitable de se dire que si on assouplit les conditions et les procédures, en fait, pouvoir faire en sorte que l'adage l'union fait la force, en fait, retrouve tout son sens dans le cadre de ces procédures en matière de protection des données. Eh ben, vous avez fait cette pédagogie aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Merci. Carole Chartier-Djelaïbia, je rappelle que vous êtes juriste, membre fondatrice et secrétaire générale du Cercle de la Donnée. Merci à vous de nous suivre. C'était Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. Vous nous suivez également en podcast. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur la tech.